signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans le Maine, près de la frontière canadienne, se trouve la base aérienne de Loring, la plus grande base de bombardiers du SAC, le Strategic Air Command. C'était la base la plus importante pour ce qui est du stockage d'armes nucléaires. On était en pleine guerre froide. La menace de conflit nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique était constante. Pour cette raison, la sécurité est à son maximum. Quiconque entrerait dans le périmètre de Loring aurait de graves ennuis. Certains soldats en service n'étaient même pas au courant que des armes nucléaires étaient cachées sur la base. À l'extérieur de la zone de stockage des armes, le sergent-chef Denny Lewis est en service. Denny Lewis était un membre du détachement de sécurité affecté à Loring. Il était dehors en train de patrouiller. Et il a remarqué des lumières dans le ciel qui faisaient des va-et-vient. Elles semblaient être en dehors du périmètre de la base, mais elles en étaient très proches. Il n'arrivait pas à déterminer la nature de l'appareil qui s'approchait. La chose se déplaçait de bas en haut comme un hélicoptère. Elle faisait tout ce qu'on attendait d'un hélicoptère. Elle n'était pas vraiment sur la base. Elle effectuait simplement quelques manœuvres tout autour. C'était très grave, puisqu'aucun appareil ne pouvait entrer sans autorisation. Tour de contrôle, ici la patrouille, terminé. Patrouille, ici la tour de contrôle, terminé. Avez-vous vu sur les radars un hélicoptère en provenance de l'est-nord-est? On va vérifier. Bien reçu. Il vient d'apparaître à l'écran. Est-nord-est. Mais aucune identification. Je vous recontacte. Terminé. Merci de vous identifier. Patrouille, identification impossible. Un objet qui ne répond pas au contact radio s'approche d'une base militaire dont l'accès est réglementé. Denny Lewis contacte donc le poste de commande pour l'avertir de la situation. Commandant, ici la patrouille. Il y a un hélicoptère à quelques kilomètres de la base. Il prévient alors le commandant, qui monte au sommet du poste d'observation. Il craint que quelqu'un ne pénètre dans l'arsenal. C'est en mouvement, commandant. L'objet tourne autour de la base, puis disparaît subitement. Le sergent-chef Lewis reçoit l'ordre d'enquêter. Tour, ici la patrouille, en mouvement. Ils ont dépêché la brigade canine et la police militaire pour passer la zone au peigne fin et s'assurer que personne n'était entré sur la base. Ils n'ont trouvé aucune indication prouvant que la zone de stockage des armes ou toute autre zone avait été visitée. 24 heures plus tard, l'alerte rouge est toujours en vigueur. Le sergent-chef Lewis reprend son poste devant la zone de stockage des armes. Le lendemain soir, Denny Lewis est de nouveau en patrouille.
Et comme la veille, il aperçoit un objet en approche depuis le nord-est. Mais cette fois, il se positionne au-dessus de la base. Et il se dirige droit sur la zone de stockage des armes. Poste de commande, ici la patrouille. Si c'était un hélicoptère, on verrait de la lumière se réfléchir sur les pales des hélices et on entendrait le bruit du moteur. Là, il était silencieux. Poste de commandement à patrouille, à vous. Commandant, nous avons un intrus. Il n'était même pas à 300 mètres de l'arsenal nucléaire. Ça vaut le coup d'œil. Ils ne connaissent pas son intention et ne savent pas s'il est armé. Poste de commande, ici la patrouille. Un appareil non identifié survole une base aérienne américaine. Commandant, nous avons un intrus. Il vole tout près de l'arsenal nucléaire. Il vient de pénétrer la base de Loring. C'est clairement devenu une menace. Ils ne connaissent pas son intention et ne savent pas s'il est armé. Un appareil qui entre dans l'espace aérien d'une base militaire court le risque de se faire abattre. Mais cette décision revient au commandant de la base. Commandant, le voilà. Il y a un protocole à respecter avant d'ouvrir le feu. Et si c'était un hélicoptère civil, les conséquences pourraient être très graves. Ils ont perdu de vue l'appareil et ils ignorent ce qu'il est devenu. Près des hangars des B-52, deux sergents ne sont pas au courant de la violation de territoire qui vient d'avoir lieu. Jones, tu peux m'apporter une clé de 8 ? Tout de suite. Les sergents Eichner et Jones sont des mécaniciens de B-52. Ils sont en plein travail. Eichner, ramène-toi. Ça vaut le coup d'œil. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Les deux mécaniciens, les 5e et 6e témoins de l'étrange phénomène, suivent la lumière qui tourne autour de la base. Tour de contrôle à poste de commandement. L'objet est de retour, près des hangars. Il semble avoir atterri. L'objet a conduit les mécaniciens aux abords d'une zone réservée. On n'a pas le droit d'être ici. Ils se disent qu'il ferait mieux de faire demi-tour parce qu'ils ne sont pas censés être sur cette zone. Et soudain, l'objet apparaît devant eux. En entendant les sirènes, les deux hommes décident de quitter la zone interdite le plus rapidement possible. Mais pour Danny Lewis, Eichner et Jones sont le cadet de ses soucis. Les lumières s'éteignent et l'objet disparaît. Il semble se diriger vers le nord. Il vient de quitter notre espace aérien. L'objet repart en direction du nord-est, vers la frontière canadienne. Puis il disparaît des écrans radars, un peu comme la veille.
La police militaire continue ses recherches sur la base pour s'assurer que personne n'est entré. C'est le seul cas où le gouvernement américain a reconnu qu'un appareil d'origine inconnue avait pénétré dans une zone nucléaire sans pouvoir déterminer avec exactitude sa provenance, ni même à qui il appartenait. Immédiatement après l'incident, la base aérienne de Loring envoie des messages prioritaires au Pentagone, au chef d'état-major et au quartier général du SAC pour les informer. L'un des messages recommande aux bases du tiers nord du pays l'usage de l'alerte option 3 sécurité le long de la frontière avec le Canada. 3 ans plus tard, le journaliste new-yorkais Barry Greenwood entend parler de l'incident et mène des investigations sous couvert de la loi sur l'accès à l'information. Le ministère de la Défense rend public des documents qui révèlent que 3 jours après l'incident à Loring, un objet similaire avait été aperçu au-dessus de la zone de stockage des armes de la base aérienne de Ward Smith, à environ 1800 km de là. Des témoins font état d'objets semblables au-dessus de bases aériennes dans le Montana, le Dakota du Nord et l'Ontario. L'objet fonçait droit vers le lac. Pour le fermier suédois Knut Lindbäck, le lac Kulmjärv joue un rôle clé dans son quotidien. C'est de là qu'il tire son eau et sa nourriture, et c'est aussi grâce à lui qu'il peut se déplacer. Knut était propriétaire d'une petite ferme près des berges du lac Kulmjärv. Il avait du bétail et cultivait ses propres légumes. C'était quasiment un mode de vie autarcique. Le jeune Bjorn est prêt à aider son père pour les corvées journalières. On était 1 an après la guerre. La population tentait de retrouver un semblant de normalité. Je me suis rendu à Luleå, à l'extrême nord de la Suède, pour m'entretenir avec Knut Lindbäck et pour qu'il me raconte ce qui s'était passé. La Seconde Guerre mondiale est peut-être terminée. Mais les Suédois sont encore très méfiants quand des explosions se produisent dans le ciel. En 1946, l'URSS a soif de domination mondiale. Elle essaie de s'emparer de plusieurs pays européens et la Suède est très inquiète quant aux actions qu'elle pourrait mener. La ferme de Knut est située à moins de 500 km de la frontière soviétique. Une frappe aérienne est toujours possible. Comme la Suède s'est toujours un peu méfiée de la Russie à cause des menaces qui pouvaient venir de l'Est, les Suédois avaient souvent les yeux rivés vers le ciel. Lors de mon entretien avec Knut, il m'a dit qu'il avait entendu un énorme bruit au-dessus de lui. Il a levé la tête pour voir ce qui se passait. Il a d'abord pensé à un gros orage. Mais cela n'a rien d'un nuage d'orage. Ses fenêtres ont tremblé. En levant la tête, il a aperçu un objet allongé, comme un missile, avec 2 ailerons sur les côtés. Les souvenirs de la guerre, et notamment les bombes V1 lancées par les nazis sur la Suède, étaient encore dans toutes les mémoires. Mais ces missiles avaient pour cible les grandes villes. Kulmjärv est au milieu de nulle part.
L'objet fonçait droit vers le lac. Une onde de souffle génère des répercussions violentes. Quelque chose a touché le fond du lac et a explosé. Dans la campagne suédoise, un objet mystérieux fonce droit sur la ferme de Knut Lindbäck. Quelque chose a touché le fond du lac et a explosé. L'impact déclenche des répercussions monstrueuses. Une partie du fond du lac a été soufflée jusque sur la berge. Knut croit qu'ils viennent d'être attaqués par un missile V1. Knut Lindbäck, comme beaucoup de Suédois, savait ce qu'étaient les missiles V1. Les missiles V1 ressemblaient à des avions avec une grosse nacelle porte-roquettes sur le dessus. En général, ils filaient droit. C'est un peu ce qu'on appellerait un missile de croisière aujourd'hui. Mais selon le témoignage de Knut, l'objet ne ressemblait pas à un missile V1. La description qu'il m'en a faite était on ne peut plus étrange. L'objet n'avait pas un nez pointu comme on aurait pu s'y attendre, mais plutôt un nez arrondi. Le fermier décide de ramer jusqu'au point d'impact. Il m'a raconté avoir été très chamboulé par cette histoire, tout en étant curieux de savoir ce qui s'était écrasé dans le lac. Après une telle collision, Knut s'attend à retrouver des morceaux de métal éparpillés sur le lit du lac. Pendant la guerre, quand un missile V1 s'écrasait en Suède, on trouvait jusqu'à 3000 kilos de débris. Mais dans ce cas précis, il n'y avait rien. Pas le moindre bout de métal. Rien du tout. Le lac Kolmjärv ne fait que 2 mètres de profondeur. Knut s'emploie alors à ratisser les fonds à la recherche de débris. Si un objet suffisamment lourd et suffisamment rapide tombe dans un lac, il y a de fortes chances qu'il s'enfonce dans la vase au fond du lac. Il suffirait alors de tâter le terrain avec une rame pour le sentir. Mais il n'y a aucune trace d'un quelconque débris. Rien n'a été retrouvé, on ignore ce qui est tombé dans ce lac. Le mystère dépasse les frontières de la petite localité. Ce 19 juillet, il y a eu une série de 4 crashs en l'espace de 5 heures. Sans exception, tous les objets se sont écrasés dans des lacs isolés. C'est très troublant parce que la Suède ne compte pas que des lacs sur son territoire. Certains de ces objets auraient dû s'écraser sur Terre. Pour moi, ça reste une énigme. Je ne l'explique pas. Ça n'a rien à voir avec un missile. On n'arrive toujours pas à relier ça avec quelque chose de connu. Le lendemain de l'incident, des militaires ont été dépêchés sur place. Ils ont sondé le lac de fond en comble pendant 2 semaines sans jamais rien trouver. L'armée suédoise envoie une équipe de soldats et d'ingénieurs pour ratisser le lac Kolmjärv à l'aide de sondes électriques, de matériel de mineurs, de détecteurs de métaux et de compteurs Geiger. Les 35 000 échantillons recueillis s'avèrent tous être des matériaux de la région. On fait état de 30 crashs similaires en Suède pour le seul été 1946. Dans tous ces cas, aucun débris n'a jamais été retrouvé.
Étant donné qu'ils ne laissent aucune trace derrière eux et que leur identification est impossible, ces objets mystérieux sont classés en tant que missiles fantômes par l'armée suédoise. Un comité qui leur est dédié est mis en place pour une étude plus approfondie. Si les chercheurs estiment que certains de ces missiles fantômes sont des météorites, d'autres, comme celui du lac Kulmjärv, restent inexpliqués. L'agent Lonnie Zamora fait partie de la police du Nouveau-Mexique depuis 5 ans. Il s'est forgé dans l'exercice de son métier une réputation de détermination à toute épreuve. Lonnie Zamora faisait simplement son travail. En tant que policier, il s'agissait de verbaliser les gens en excès de vitesse. Socorro 2 à Socorro. Excès de vitesse d'une Plymouth en direction de l'ancien terrain de rodéo. Reçu, Socorro 2. T'es cuit, mon gars. Lonnie Zamora entend une explosion au loin. Il interrompt donc la poursuite. C'est quoi ça? Ce qu'il voit est une lumière très vive, peut-être une flamme. Elle est si étrange et si proche du sol qu'il se sent obligé d'aller voir. Est-ce un avion en difficulté? Autre chose? Socorro 2 à Socorro. Il y a une sorte d'explosion au sud-ouest de la route 60. Je vais voir ce que c'est. Bien reçu, Socorro 2. Terminé. Pour en savoir plus, l'agent s'aventure dans le désert. Il se gare en haut d'une crête pour avoir une meilleure vue. Il croit voir une voiture sur le toit. Il pense à un accident. Pour reprendre ses mots, il se trouve devant ce qui ressemble à un gros œuf avec 4 pieds. Il ne sait pas ce que c'est. Vous vous souvenez peut-être du module lunaire des missions Apollo et de ses pieds inclinés pour plus de stabilité. C'est à peu près ce qu'il a décrit. Et la suite est encore plus surprenante. Il voit 2 créatures. Lonnie Zamora est terrifié. Après avoir entendu une explosion, l'agent Lonnie Zamora s'aventure dans le désert. C'est alors qu'il est victime d'un étrange mirage. Ces créatures semblaient humaines, mais elles étaient petites, plus petites qu'une personne normale. Quand ils observent un phénomène hors du commun, de nombreux témoins échafaudent des hypothèses de plus en plus incroyables. Mais ils commencent toujours par la réalité. Zamora a peut-être pensé que c'était un véhicule secret en cours de test, vu qu'il n'était pas loin de la base de White Sands. Il décide d'approcher. Mais les 2 créatures se sont évanouies. Il s'est dit qu'elles étaient rentrées par une trappe qu'elles venaient de fermer, d'où le bruit sourd.
Il a alors décidé de retourner vers l'œuf. Lonnie Zamora se dirige vers le vaisseau. Il n'est plus qu'à 20 mètres et il ne comprend toujours pas ce que c'est. Il ne savait pas à quoi il avait affaire, mais en tant qu'agent de police, il devait approcher de l'objet. Il remarque un symbole rouge, comme un parapluie, ou un trait couronné d'une flèche et d'un arc de cercle. C'est un signe qu'il n'a jamais vu auparavant, ni à White Sands, ni ailleurs. Ce n'était pas l'US Air Force, ni la NASA, ou même l'armée. Rien de tout ça. À ma connaissance, ça ne ressemblait pas à un alphabet ou à des hiéroglyphes. Il voit une flamme s'échapper de la base de l'appareil, une flamme bleuâtre. Il a peur, il se demande si ça va exploser ou quoi que ce soit. Il s'est enfui et je le comprends. Il a perdu ses lunettes et il n'a pas pu voir l'appareil s'éloigner. Les sceptiques font remarquer qu'il s'agissait peut-être d'un simple appareil d'essai, mais qu'il n'a pas été en mesure de le reconnaître. Il a quand même pu se rendre compte que l'appareil se déplaçait assez bas. Le fait que le grondement se soit arrêté est essentiel. Lorsqu'un appareil se déplace dans l'atmosphère terrestre, il fait du bruit. Il suffit d'entendre les moteurs des avions ou même des fusées, tout ce qui propulse un appareil dans les airs. Mais pas celui-là. Lonnie Zamora appelle alors le central et demande des renforts. Hé, Lonnie! Le sergent Sam Chavez est le premier arrivé sur place. Hé, Lonnie, tout va bien? Non. Ça va pas très bien. Sam Chavez pense qu'il lui fait une blague, mais il s'aperçoit que son collègue est effrayé par ce qui s'est passé. Je sais pas comment expliquer. Ça avait des jambes, comme des amortisseurs. Il y en avait un là, et puis un là. Il y avait 4 marques au sol. Ces marques pouvaient tout à fait correspondre à un train d'atterrissage. Elles étaient assez profondes pour avoir été laissées par un gros engin. Tu vois là? Les policiers découvrent un bloc de ce qui ressemble à du sable fondu. Du sable porté à une température si élevée qu'il s'est transformé en verre. Lonnie, c'est quoi? Il voit aussi des empreintes. Ces empreintes avaient une forme étrange. Et elles étaient plus petites que des empreintes normales. Il y avait des gens là, mais c'était pas vraiment des gens. Je voyais pas leur visage. Socorro est une affaire si particulière qu'elle constitue une catégorie à elle seule. Il s'agit d'une affaire dans laquelle 2 créatures ont été vues en plein jour par un témoin très fiable, proche de l'objet près duquel ces créatures se tenaient. C'est presque irréfutable. Même les sceptiques admettent que Lonnie Zamora a vu quelque chose et qu'il a probablement vu ce qu'il dit avoir vu. Cet incident a fait l'objet d'une enquête poussée de la police d'État, de l'US Air Force et de dizaines de journalistes. Un gérant de station-service, Opal Grinder,
a rapporté qu'un de ses clients disait avoir évité un accident avec un objet volant à basse altitude. L'US Air Force a indiqué qu'aucun appareil de la base de White Sands n'était impliqué. Après analyse, un ingénieur de Northwestern University a déclaré que les marques au sol correspondaient bien à un vaisseau de la taille et de la forme indiquée par Lonnie Zamora. Tous les autres témoignages faisant état de créatures humanoïdes ont été rejetés par l'US Air Force, car jugés peu fiables. Seul celui de l'agent Zamora a été retenu. Elle était effrayée. Par la fenêtre du salon, on voyait des lumières étranges. Pour l'agent de police Anna Offerland, rien ne vaut un bon vieux film d'horreur. Plauen est une ville située à 250 km à l'est de Francfort, en Allemagne. Vivant en ex-Allemagne de l'Est, Anna est habituée aux coupures de courant. Mais là, elle ressent quelque chose d'inhabituel. En regardant le bosquet de chênes, Anna voit que l'un des arbres est illuminé. L'affaire de Plauen est étonnante, car on se retrouve en présence d'un effet lumineux surprenant, une sorte de fluorescence ou de luminescence extraordinaire. La jeune femme est comme hypnotisée par ce qu'elle voit. L'arbre se déformait de façon très étrange, comme si de très fortes bourrasques soufflaient. Il était difficile de comprendre d'où venait cette lumière et ce vent. Aucun autre arbre n'était affecté par ces phénomènes. Au bout de quelques minutes, tout s'arrête d'un seul coup. Et Anna voit alors quelque chose d'encore plus étrange. Ça ressemblait à deux frisbees, l'un sur l'autre. La partie supérieure bougeait dans une direction et la partie inférieure dans une autre. Elle a aussitôt fait le lien entre l'objet qu'elle voyait et les phénomènes observés sur cet arbre. L'objet flotte juste devant l'appartement de sa meilleure amie Martina, qui habite l'étage au-dessus. Ce n'était ni un ballon, ni un dirigeable, ni un hélicoptère. Elle était effrayée.
De son appartement, Anna Offerland voit un mystérieux objet flotter devant le balcon de son amie Martina. Ce n'était ni un ballon, ni un dirigeable, ni un hélicoptère. Allô? Martina. Anna dit à son ami, il y a un ovni au-dessus de chez toi. Elle était sceptique. Par la fenêtre du salon, on voyait des lumières étranges, des lumières blanches très brillantes qui bougeaient. Liebling? Frida? 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 Elle a eu très peur. Si peur qu'elle est partie se réfugier avec sa fille dans l'appartement de son ami, à l'étage en dessous. Elles arrivent chez Anna et sortent sur le balcon pour regarder cet objet. D'après leur compte-rendu, l'OVNI oscillait comme un yo-yo. C'est assez fréquent. Sinon, des fois, ils ont un mouvement de pendule. Le linge qui séchait sur le balcon était couvert de suie. Pour un chimiste, ce type de détail est très important. Ça aurait été intéressant de pratiquer des analyses. Malheureusement, l'enquête n'a pas été très sérieuse. Est-ce que c'était de la poussière soulevée par le vent ou quelque chose d'autre? Le mystérieux objet s'élève. Et disparaît dans les nuages. Il ne reste qu'un grand trou dans la couche nuageuse. Elles en ont déduit que l'OVNI avait fait ce trou. Martina a eu si peur qu'après cet événement, elle n'a pas voulu rester à l'intérieur de cet appartement. La police arrive sur place rapidement. Anna et Martina dessinent ce qu'elles ont vu. Les croquis des deux jeunes femmes se ressemblent beaucoup. Le lendemain,
La police dit aux médias que les lumières aperçues correspondaient aux projecteurs d'une discothèque locale qui s'était réfléchie sur la couche nuageuse. Elle ne fournit aucune explication quant au bourrasque de vent ou au trou dans le nuage. Hillebrand von Ludwiger distribue 500 questionnaires dans le quartier à propos de cet incident. Un témoin se présente, un certain Günther Landmann. Il décrit l'objet et le trou dans les nuages. Son dessin de l'appareil est identique à ceux d'Anna et de Martina. Selon von Ludwiger, l'absence de témoins est due à la réticence de ces anciens Allemands de l'Est à parler. On les appelle les rencontres extraterrestres. George Blackwell est responsable d'un enclos à bétail de 600 acres dans l'arrière-pays très aride de l'Australie. C'était un élément du cas Rosedale et j'en ai discuté avec George Blackwell, qui était un type très sympathique. George faisait ce travail depuis de nombreuses années et les gens avaient confiance en lui. C'était un homme solide. Il était responsable de ce ranch et de ses installations. Il devait s'assurer que le bétail était en sécurité. Les vols de bétail sont des crimes qui semblent appartenir à une autre époque, mais c'est un problème qui est encore très présent. En Australie, les voleurs utilisent maintenant des fardiers et des avions cargo pour transporter les bêtes. Il n'y avait pas eu de vol sur ce ranch, mais George était attentif au moindre bruit suspect. Il voulait être prêt au cas où des malfaiteurs tenteraient de s'emparer de ces bêtes durant la nuit. Soudainement, George Blackwell a été réveillé en pleine nuit par des bêtes qui lui semblaient agitées. Blackwell a l'impression que leur plus belle jument est effrayée. Les animaux sont plus sensibles que nous. Et on voit souvent des cas où ils réagissent à des bruits aigus ou des champs électromagnétiques. Puis, George aperçoit quelque chose dans le ciel. Il a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un objet inusité, en forme de soucoupe, et que ça se déplaçait à très basse altitude, près du ranch. Sur le coup, il s'est dit que ça devait être un appareil quelconque. George a vu l'objet se diriger vers un grand enclos. Il y avait déjà eu des vols de bétail dans le secteur et il n'avait pas le choix. Il devait absolument aller voir ce qui se passait. Il pouvait voir cette chose étrange très clairement. Elle volait au-dessus du ranch et il a senti qu'elle risquait d'entrer en collision avec un réservoir d'eau de 40 000 litres. De toute évidence, ce n'était pas un appareil normal. Il n'avait jamais vu ce genre de choses auparavant. George s'est retrouvé aux prises avec un objet très étrange.
George Blackwell travaille sur un ranch australien et il doit protéger les bêtes des voleurs de bétail qui les menacent. Les animaux étaient extrêmement agités et George voulait traquer l'intrus pour le décourager de s'en prendre à son troupeau. Il voulait s'en approcher le plus possible pour mieux l'identifier et avoir une meilleure idée de ce qui se passait exactement. Mais en s'approchant des bêtes, il découvre une chose troublante. Il a vu une vache qui semblait en état de panique et qui avait la gueule couverte de salive. L'animal voulait s'enfuir. Soudainement, Blackwell aperçoit l'objet qu'il traquait. Clairement, il n'était plus question de voleurs de bétail. George a compris qu'il s'agissait d'un phénomène très particulier. Blackwell s'approche pour y voir de plus près. L'objet était descendu et il semblait vouloir se poser sur le réservoir d'eau. George a immédiatement vu que ce n'était pas un vaisseau ordinaire ou un hélicoptère. L'objet n'avait pas d'ailes et pas d'hélices. George n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Cette chose très étrange qui était devant lui avait un diamètre d'environ 8 mètres et une hauteur d'à peu près 5 mètres. Et sous la soucoupe, il y avait une sorte d'anneau très noir qui semblait menaçant. Le vaisseau faisait provision d'eau avec un tube qui était sorti du ventre de l'appareil. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce détail. Plusieurs ont dit qu'il faisait le plein de carburant. Chose certaine, il y avait un lien très important entre cet objet et l'eau. George Blackwell ressent d'étranges malaises. Il a commencé à se sentir confus et agité. C'était incroyable et il n'y comprenait rien. Sa montre ne fonctionnait plus. Elle s'était arrêtée. Il semblait y avoir des champs électromagnétiques autour de lui qui avaient affecté sa montre. L'objet émet soudainement un sifflement très aigu. Le vaisseau a produit un bruit aigu et des vibrations. Les réactions de George Blackwell étaient donc pratiquement inévitables. Puis, Blackwell perd le contrôle de son corps. Il a senti que son corps était devenu comme du jello. Ses muscles se sont engourdis et il ne pouvait plus demeurer en équilibre. Il a été très ébranlé psychologiquement, mais clairement, l'objet l'a aussi affecté au niveau physiologique. Tout à coup, le vaisseau s'est élevé d'une dizaine de mètres vers le ciel et George a senti une bouffée d'air chaud autour de lui. L'objet s'éloigne du réservoir d'eau en rejetant des débris. Ces débris n'étaient que du fumier de vache, des herbes de toutes sortes comme on en trouve partout, et des pierres. L'objet a continué à s'éloigner ainsi, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Entre-temps, George est demeuré confus durant un moment, seul dans le noir, après toutes ces choses extraordinaires qu'il venait de vivre.
Le matin suivant, Blackwell est allé vérifier le niveau de l'eau dans son réservoir. Il n'en restait plus une seule goutte. Les enquêteurs ont appris que la veille de l'incident, un voisin avait vu un objet brillant et très coloré dans le ciel, au même moment que Blackwell l'avait aperçu. Peu de temps après l'incident, Blackwell a souffert de nausées, de diarrhée, de migraines et de symptômes habituellement associés à des radiations. Mais des échantillons de sol n'ont révélé aucune trace de contamination. Henri Laurent rentre chez lui après avoir fait ses courses de la matinée. Monsieur Henri était un homme de 30 ans qui était marié et qui avait un bon emploi comme biochimiste dans un laboratoire universitaire. Henri habitait dans une petite banlieue de Nancy. C'était un secteur où on voyait des maisons de toutes sortes le long des rues. Nancy est une ville de taille moyenne, dans l'est de la France, où on trouve environ 150 000 habitants. C'est un endroit très paisible. Henri adore jardiner et il a toujours hâte de retourner à ses fleurs. Tout à coup, il a vu quelque chose qui ressemblait à un avion dans le ciel. L'objet était brillant et Henri pouvait le voir très clairement. La chose produit un bruit plutôt étrange, mais Henri l'ignore pour retourner à son jardin et à ses amarantes. Mais l'objet revient rapidement au-dessus de lui. Il est devenu de plus en plus évident que cette chose se dirigeait vers lui. Durant un moment, il s'est demandé si cet appareil était hors de contrôle et s'il allait s'écraser chez lui. L'objet s'est approché de sa maison et il a enfin pu voir que ce n'était pas un avion. Il a cru que sa vie et sa maison étaient en danger. L'objet s'est arrêté à environ 1 mètre au-dessus du sol. Je ne sais pas si Henri a senti qu'il était la cible de ce vaisseau, mais il devait sûrement tenir compte du fait que c'était une possibilité. C'était une chose étrange et absolument incroyable. Le biochimiste Henri Laurent était en train de jardiner lorsqu'un vaisseau très mystérieux est brusquement descendu du ciel pour s'arrêter chez lui. Au bout de quelques minutes, Henri retrouve son instinct rationnel. Henri était essentiellement un homme rationnel, qui était aussi curieux et qui voulait comprendre ce qui se passait sous ses yeux.
Cet objet ne dégageait aucune chaleur et il était immobile. Henry a commencé à examiner l'objet sous différents angles. Il y avait une pièce courbée qui ressemblait à du beryllium. C'est un métal très spécial qu'on utilise dans les centrales nucléaires. C'est un métal vraiment exceptionnel. Henry a envie de toucher au vaisseau, mais il hésite. Il a peur d'être électrocuté. C'était une chose étrange et absolument incroyable. Instinctivement, un chercheur scientifique voudrait prendre des notes sur tout ça. Il a couru chercher son appareil photo pour prendre une photo de cet objet. Il a tenté de faire une photo, mais l'appareil s'est coincé. Dans beaucoup de cas d'OVNI, on rapporte des caméras qui refusent de fonctionner normalement. Et c'est habituellement dû à des champs électromagnétiques ou à des choses du même genre. Dans le cas d'Henry, on sait qu'il avait un appareil photo ordinaire, mais il nous a raconté qu'il avait déjà eu des ennuis avec l'appareil. On croit donc que le mécanisme de la caméra était tout simplement défectueux. Puis, brusquement, le vaisseau s'est envolé à pleine vitesse. Henry a dit que c'était comme si un aspirateur géant avait aspiré l'objet vers le ciel. Le vaisseau a décollé soudainement et il a disparu en laissant une lumière brillante derrière lui. Henry a été bouleversé par tout ça. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Tous les systèmes de propulsion que nous connaissons laissent des traces derrière eux, sur le sol, mais pas cet objet. Mais son jardin a visiblement été affecté par tout ça. Il a vu que certaines de ses amarantes avaient commencé à flétrir. Les plantes qui avaient été le plus près du vaisseau semblaient avoir été chauffées et séchées par une sorte d'effet électromagnétique. Il a alors compris qu'il y avait effectivement des traces du vaisseau dans son jardin. Alors, oui, police. Il a immédiatement appelé la gendarmerie pour leur raconter ce qu'il avait vu. Il était prêt à mettre sa réputation en jeu pour rapporter l'incident. Je vous en prie, madame. Je suis sûr, je vous en prie. Heureux de la montagne en deux. Merci, merci beaucoup, au revoir. La gendarmerie française traite les cas d'OVNI avec beaucoup de sérieux. Ils arrêtent même ceux qui font de fausses déclarations. Les gendarmes ont prélevé des échantillons des plantes. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, monsieur Laurent? Bon, je vous dis, je travaillais ici, dans mon jardin comme d'habitude, et tout à coup, ces trucs descendaient dans mon jardin ici. Ils ont aussi prélevé des échantillons d'herbes à diverses distances de la position de l'objet. Mais voyez les fleurs, ils sont tous brûlés, tous les fleurs sont brûlées là. Il a disparu, il a parti, il a tiré vers le ciel, juste vers là, vers le ciel, il a tiré très rapidement et a disparu. Il a disparu, juste comme ça, tout à coup. Tout s'est passé tout à coup. Il y a très peu de cas où un témoin a pu s'approcher à moins d'1 mètre de l'objet. C'est un des cas d'OVNI les plus inusités qu'on ait jamais vus dans nos enquêtes.
Les échantillons de plantes et d'herbes sont devenus des éléments clés de l'enquête. Suivant les directives, les gendarmes ont confié l'affaire au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'analyse des échantillons a révélé que les dommages causés aux plantes s'étaient limités à la surface. Les racines étaient demeurées intactes. GEPAN a conclu qu'il aurait fallu un champ électrique de plus de 200 kV par mètre pour endommager les amarantes de cette façon, soit l'équivalent d'une ligne à haute tension qui aurait été mortelle. Henri Laurent n'avait été qu'à quelques mètres de ces plantes et pourtant, il n'avait ressenti aucun de ces effets très dangereux. Enfin, GEPAN a été incapable d'expliquer ce qui s'était passé dans le jardin d'Henri ce jour-là. Edwin Furr est agriculteur dans la province canadienne du Saskatchewan. Très drôle, Gary. Son voisin Gary lui fait tout le temps des blagues. Edwin Furr est agriculteur. Les fermiers du coin se connaissent bien. Ils s'entraident souvent et parfois, avec son voisin, ils se font des blagues. Edwin? C'est dimanche. Et pour la femme d'Edwin, le dimanche, c'est sacré. Je vais être en retard à l'église. Il va pleuvoir. Comme tu voudras. Au lieu d'aller à la messe, Edwin a préféré aller au champ pour s'avancer dans ses récoltes. Sa famille cultive la terre de cette région depuis de nombreuses années. C'est très fréquent pour une même famille de perpétuer la tradition et de se transmettre des parcelles agricoles sur plusieurs générations. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec Edwin Furr et je l'ai trouvé sympathique et simple, comme tous les fermiers du Saskatchewan. Un peu plus loin, en bordure de ces champs, il a remarqué que quelque chose brillait au soleil. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il a d'abord cru que c'était encore un coup de son voisin facétieux. Il est descendu pour aller voir, en se disant « Ok, qu'est-ce qu'il a encore mijoté ?» Mais en s'approchant, il a vu un objet tournoyer. Il a vu un engin métallique qui tournait très vite. Il a décrit un appareil d'aspect très métallique, comme en aluminium brossé. Il était lisse, sans aucune marque, et il tournait sur lui-même, ce qui était très étonnant. Ce n'était pas un leurre de chasseur. Edwin ne savait pas ce que c'était. Et puis, il a vu des tuyaux en sortir. Une sorte de sonde qui sort de l'objet pour pénétrer dans l'étang.
Edwin ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la réalité ou mon imagination? Que faire? À ce moment-là, il réalise qu'il n'y a personne d'autre aux alentours. Il est seul. Il commence à avoir peur et à être angoissé. Il s'enfuit. Il remonte sur son tracteur, mais n'arrive pas à démarrer. C'est comme dans un vieux film de science-fiction. Il essaie de tourner la clé dans le démarreur, mais rien ne se passe. Il ne sait pas si c'est dû à l'objet volant ou à sa peur. On aurait dit une opération militaire. En cultivant ses terres, Edwin Furr découvre un objet volant qui tourne sur lui-même. Visiblement, il aspire l'eau de son étang. Bizarrement, les ovnis sont parfois en contact direct avec l'eau, soit en étant immergés, soit parce qu'ils sont attirés par un château d'eau, une zone humide. L'objet mystérieux s'élève dans les airs et Edwin assiste à un spectacle encore plus étonnant. Il voit 4 autres soucoupes volantes qui tournoient aussi à toute vitesse. L'observation de 5 ovnis en même temps est exceptionnelle. Tous ressemblaient à des saladiers à l'envers, avec une bordure tout autour. Il mesurait environ 1,50 m de haut et 3,50 m de diamètre. Ils n'émettaient pas de lumière particulière, aucun bruit. Aucun système de propulsion n'est aussi silencieux. C'est un cas particulièrement intéressant, parce que ça s'est passé en plein jour et qu'ils ont été vus de près. L'un des ovnis s'est élevé dans les airs en dégageant un petit nuage de gaz ou de fumée. Les 4 autres ovnis se sont mis à vibrer. Et les autres ont suivi. On aurait dit une opération militaire. Les 5 objets volants étaient à peu près à 60 mètres d'altitude et ils sont restés comme ça 1 ou 2 minutes. Edwin s'immobilise lui aussi, captivé par le spectacle aérien. Et soudain, ils sont partis tous les 5 en quelques secondes. Edwin ne comprend pas, il ne sait pas quoi penser. Ça ne pouvait pas être des drones. Nous étions dans les années 70 et à cette époque-là, il n'y avait pas encore de drones capables d'expliquer le phénomène. Edwin aperçoit quelque chose d'autre. Il s'est avancé vers l'endroit qu'avaient survolé les ovnis. L'herbe avait été aplatie et recourbée. Chacune des formes faisait le même diamètre. Si ça avait été un avion normal, pour faire ça, il aurait dû être propulsé par un moteur à réaction de type fusée, et l'herbe aurait été brûlée. Il n'y avait pas de traces d'incendie, rien d'autre que le mouvement physique que les ovnis avaient fait subir au brin d'herbe. Ce cas est intéressant parce que c'est peut-être le premier exemple de ce qu'on a appelé par la suite les cercles de culture.
Dans la plupart des cas de cercles de culture, le fermier se réveille un matin et il découvre un motif complexe dans son champ. Dans ce cas précis, nous avons quelqu'un qui a vraiment vu des objets volants non identifiés pendant que les motifs étaient dessinés, pendant que l'herbe était aplatie. Il faut rester prudent parce que la plupart des cercles de culture sont considérés comme des canulars. Mais dans le cas présent, on a un témoin qui a vu les objets créer les motifs au sol. D'habitude, on ne voit jamais les ovnis qui en sont responsables. Les cercles de culture font l'objet d'une enquête approfondie. En examinant la zone, la police canadienne ne trouve rien qui indique que les motifs aient été faits par la main de l'homme. 2 jours après, Edwin Furr découvre un 6e cercle près des 5 autres. 2 semaines plus tard, un 7e apparaît. En l'espace de quelques semaines, pas moins de 15 cercles sont signalés à 7 endroits différents du Saskatchewan. La police canadienne transmet ces données au Conseil national de recherche, qui affirme que les cercles sont probablement des motifs circulaires générés par des champignons nocifs pour les végétaux. Mais de nombreux experts rejettent cette hypothèse, parce que ces motifs sont rarement de taille uniforme. Et s'ils laissent une trace sur la végétation, les champignons ne font pas ployer l'herbe dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il y a eu communication entre le vaisseau et l'observateur au sol. On ferait mieux de partir. Chef, les autorités locales sont déjà sur place. Rendez-vous dans Chester Street. Bien reçu, j'y serai dans 2 minutes. Le capitaine des pompiers Dave Hassens répond à un appel d'urgence. Voilà, c'est bien mon minou. Tenez. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. J'ai parlé au propriétaire, capitaine. Fausse alerte. Vous remballez? Oui, on remballe. On prend un café? Pourquoi pas? C'est tranquille au QG. Ouais. Vous avez regardé le match hier? Non, je bossais. Danbury est une petite ville tranquille, à la frontière du Connecticut et de l'État de New York, à une trentaine de kilomètres du fleuve Hudson. La vallée de l'Hudson se situe au nord de l'État de New York. C'est une région très aisée, avec des habitants qui ont fait des études et qui ont de bonnes situations. Il y aura fût jusqu'au bout de la nuit. Ces gosses n'arrêtent jamais. C'est quoi ce truc? Un avion? Dave Hassens a vu une rangée de lumières très étranges de toutes les couleurs qui clignotaient dans le ciel. Même au nord de l'État, il y a beaucoup d'avions qui passent, vu qu'on n'est pas loin de la ville de New York. Cette zone est l'une des plus denses en termes de trafic aérien. Jamais vu ce genre d'avion. Dave Hassens a vu que l'appareil accélérait, ralentissait et restait parfois immobile. Il avait un déplacement qui n'était pas très logique. Sans doute un avion de l'aérodrome du coin. Je crois pas, Smith. Si ça avait été des avions, ils se seraient déplacés à vitesse constante. Un avion ne peut pas faire de surplace, c'est impossible. En plus de cet anneau de lumière multicolore, il y avait des petites lumières rouges au centre du vaisseau, mais qui bougeaient indépendamment de cet anneau lumineux, comme si elles en étaient détachées. C'est pas normal. C'est bon, je vais aller voir. Les lumières rouges semblaient connectées au principal objet volant, comme si c'était le vaisseau mère. On parle de vaisseau mère pour désigner la grande soucoupe volante qui transporte les plus petites. C'est sans doute ce que Dave Hassens a vu ce soir-là.
Peu de temps après, plusieurs dizaines de personnes sont sorties et l'ont rejoint, tellement cette apparition dans le ciel était particulière. 18-12, j'écoute. Je voulais juste vérifier si on avait signalé des phénomènes inhabituels, des choses étranges dans la région. Ça alors? Il fait quoi? Ça éblouit. Quand l'engin s'est rapproché, plusieurs témoins ont pu distinguer ce qu'ils ont décrit comme des poutres qui étaient fixées à ces lumières. C'était un ovni gigantesque, difficile de le rater. Les gens se sont demandé, est-ce qu'il va s'approcher? Si oui, que va-t-il se passer? C'est dangereux d'avoir une soucoupe de 90 mètres qui vole dans les airs, dans une zone où passent des avions. Qu'est-ce que tu fais, Dave? On ferait mieux de partir. Mon Dieu. Dans le Connecticut, une foule de plus en plus nombreuse observe un étrange vaisseau en forme de boomerang qui stagne à moins de 500 mètres d'altitude. Les témoins parlent d'une sensation perturbante. Ils se sont sentis observés. Comme s'il y avait communication avec le cerveau derrière ces vaisseaux. Ils ont ressenti une légère paranoïa, une nervosité contenue en quelque sorte. C'est rien, c'est juste des avions militaires qui volent en formation. C'est faux, vous le savez. Dave a eu la même réaction face aux ovnis que la plupart des témoins qui voient quelque chose d'inexpliqué. Ils savent que c'est réel. Ils savent qu'ils ont vu quelque chose d'inexpliqué. Et personne ne peut les persuader du contraire. Surtout que ce n'est pas la première fois que Dave Hassens voit un ovni. On sera bien là. En mars de la même année, avec sa petite amie, il en avait vu un à quelques kilomètres de là. Ah, quelle belle soirée. C'est quoi? Cette fois-là, un anneau de lumière multicolore s'est approché d'eux et a tournoyé sous leurs yeux. Sérieusement, c'est quoi? Ils découvrent un objet volant de 90 mètres. J'aime pas ça. C'est quoi ce truc? Dave est un intrépide, un aventurier. Alors il leur a fait des signaux avec sa lampe torche. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Il l'a allumé 3 fois de suite. Et il a eu une réponse. Visiblement, il y a eu communication entre le vaisseau et l'observateur au sol. On ferait mieux de partir. Ils sont revenus. Et Dave Hassens revit cette étrange expérience pour la deuxième fois. Quand on voit 2 fois un ovni, ça confirme que c'est réel. On ne peut plus le nier. Certains témoins se demandent s'ils ont affaire à un engin militaire top secret. Si c'était un appareil militaire secret, pourquoi ils auraient été illuminés comme un sapin de Noël? Et puis, pourquoi on l'aurait fait passer au-dessus d'une zone bien connue pour son trafic aérien important? Ce n'est pas logique. Et puis il est parti. C'est rien, c'est juste des petits avions. Vous êtes sûr? Ouais, vous inquiétez pas, rentrez chez vous. Capitaine, ici 212. Vous me recevez? J'écoute 212. On a un incendie dans Maple Street. Il est maîtrisé, mais il y a des lumières étranges dans le ciel. Cette étonnante apparition fait partie de ce que l'on appelle une vague d'ovnis. Dans le monde des ufologues, quand on parle d'une vague d'observation, il s'agit d'un grand nombre de témoins dans une zone relativement restreinte.
En l'occurrence, entre 1983 et 1986, dans la vallée de l'Hudson, on a signalé environ 5000 apparitions d'objets volants non identifiés de grande taille. Il y a des pompiers, des agents de police, des membres du conseil municipal, des chefs d'entreprise, des PDG, qui ont tous affirmé avoir vu des ovnis. Ce sont des personnes avec des diplômes et de bonnes situations, dont le témoignage ne peut pas être balayé d'un revers de la main. Quelques jours après l'incident de Danbury, plusieurs agents de sécurité ont signalé l'apparition d'un ovni près de la centrale nucléaire d'Indian Point. Redoutant une attaque terroriste, ils ont appelé la garde nationale. Mais l'objet volant a disparu avant de pouvoir être contacté ou identifié. Les sceptiques affirment que les lumières et les formes triangulaires étranges étaient dues à un groupe de pilotes de la société aéronautique Cessna. Quelques pilotes locaux ont bien confirmé qu'ils volaient à basse altitude dans la vallée de l'Hudson les nuits où sont apparus les ovnis. Mais la taille et la variation de vitesse des engins observés ne correspondent à aucun avion connu. La vague d'observation d'ovnis de la vallée de l'Hudson culmine en 1984. Mais les signalements continuent jusque dans les années 90, ce qui en fait la plus longue vague d'ovnis jamais observée. À ce jour, ces apparitions demeurent inexpliquées.